Alors aujourd'hui, nous sommes avec Emmanuel Levard, qui est fondateur de l'organisme de formation Evolve. Alors bonjour Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'organisme de formation Evolve? Qu'est-ce que tu proposes en collectif et en individuel? Bonjour Claudine déjà, merci. Voilà, donc c'est un organisme de formation qui a été créé il y a 5 ans. On travaille principalement sur 3 aspects. L'aspect organisationnel, donc je me pose beaucoup la question des systèmes d'organisation dans lesquels on est. J'ai une croyance qui est que les systèmes dans lesquels les humains sont plus influents pour les humains que les humains eux-mêmes. Donc que si on vient changer la façon dont on s'organise, dont on travaille ensemble, ça vient favoriser ou non des comportements chez les individus. Je pense que des structures pyramidales fortes, par exemple, favorisent la disparition de l'autonomie et la créativité. Et comment justement mettre en place des systèmes qui viennent soutenir le travail ensemble. Donc ça, c'est le premier aspect, travailler sur les systèmes. Le deuxième aspect, c'est l'aspect relationnel, le comment on travaille ensemble dans une équipe, comment on vit ensemble dans une équipe, avec l'idée qu'on évolue en relation, hein, depuis la naissance. On évolue d'abord dans le lien avec la mère, dans le regard de la mère. On continue à appartenir à des groupes, puis à choisir nos groupes d'appartenance tout au long de notre vie. Et du coup, comment on vient évoluer dans la relation, comment on vient travailler la relation. Il y a moi, il y a l'autre, et il y a cet espace entre nous deux, qu'est la relation, et comment on accompagne ça, et comment on peut grandir grâce à la relation. Et le troisième aspect sur lequel on intervient, c'est l'aspect individuel. Comment accompagner les individus dans leur développement, dans leur évolution, en fonction de leurs aspirations, de leurs envies, de où ils sont dans leur vie. Donc tout un travail autour de la raison d'être, comment on peut aller trouver, reconnaître sa raison d'être à un moment donné de notre vie, et comment on peut relier notre action d'aujourd'hui à notre raison d'être. Donc comment je peux aller mettre du sens dans les actions de chaque jour, pour les relier peut-être à quelque chose de plus vaste, de plus large que moi qui m'appelle. Et pareil, comment si je suis beaucoup dans les actions de la vie, je peux aller mettre un peu plus de clarté dans mes visions et vers où j'ai envie d'aller. Voilà, en gros, les 3 aspects. Merci beaucoup Emmanuel. Alors juste une petite question, je sais aussi que tu as travaillé avec Bernard-Marie Chiquet sur la partie holacratie, justement pour amener des organisations un petit peu différentes, les faire évoluer. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience-là? Alors, j'ai pas vraiment travaillé avec eux, j'ai été formé, j'ai participé à la formation d'IGI Partners, donc c'est des gens qui ont vraiment pour moi ouvert un espace en France à cet endroit-là, et avec qui j'ai vraiment beaucoup de plaisir à être en contact. Donc voilà, j'ai continué mon chemin par rapport à ça, donc il y a beaucoup de choses que j'aime dans l'holacratie, que j'essaye d'amener à ma façon dans les organisations dans lesquelles je travaille, et pas que. J'habite dans un habitat partagé qui est celui-là, qu'on a construit. Donc on a utilisé l'holacratie comme modèle d'organisation, voilà, pour tout autour de la construction. On avait une raison d'être qui était la maison la plus belle du monde. Et voilà, donc on s'est organisé en holacratie autour de ça. Et après, dans mon travail, dans ma passion, je vais dire, dans les équipes dans lesquelles j'interviens, eh ben, je mets une attention à aller différencier ce qu'on appelle les tensions relationnelles, ce que j'appelle les tensions relationnelles des tensions organisationnelles. Pour les tensions relationnelles, je vais utiliser des processus de médiation, des processus de coaching, des processus du vivre ensemble. Et pour les tensions organisationnelles, on va aller utiliser les outils des nouveaux modèles organisationnels, comme l'holacratie, comme la sociocratie, le processus de prise de décision intégrative, donc du consentement, la notion de rôle, la notion d'évolution dans nos rôles, la notion de pouvoir changer de rôle et de faire évoluer ce qu'on fait dans les équipes. Donc voilà, cette différenciation-là, toujours entre individuel, relationnel, organisationnel, et quels outils sont adaptés pour aller traiter en fait quelle tension, avec la vision qu'une tension c'est quelque chose de positif, et que c'est la vie qui exprime un besoin d'évolution, et comment on va accompagner au plus juste, hein, évidemment, c'est jamais parfait, mais au plus juste chacun de ces espaces pour permettre quelque chose de l'ordre de la fluidité organisationnelle et de la souplesse relationnelle, je dirais. Donc voilà, je dirais pas aujourd'hui que je fais de l'holacratie, parce que l'holacratie, c'est quelque chose, je pense, qui est à prendre dans son ensemble, en entier. Ça demande de signer la Constitution, ça demande de suivre chaque aspect. Par contre, ce que je vois dans le processus d'évolution, c'est même si on ne vient mettre que quelques aspects de l'holacratie, ça permet peut-être pas le switch total que permet l'holacratie, qui vient vraiment changer quelque chose à l'intérieur de nous, de nos connexions neuronales, mais déjà amener du consentement, amener cette notion de différence entre rôle et fonction, amener cette idée de quand je ressens une tension, bah, je peux faire une proposition. Ça vient déjà préparer un terrain qui certainement plus tard permettra à ces organisations et à ces équipes de faire un pas, que ce soit avec l'holacratie ou avec d'autres outils émergents, de faire ce pas de plus. Voilà.
Alors justement, en parlant de ce pas de plus, est-ce que dans l'expérience d'accompagnement de certaines sociétés ou organisations, est-ce que tu as pu observer vraiment une différence et puis par quoi ils sont passés finalement dans la durée de l'accompagnement entre ce qu'ils étaient avant en organisation, en termes d'organisation et en termes d'humain finalement, et puis ce qu'ils sont maintenant, et est-ce qu'eux-mêmes ont ressenti vraiment cette révolution finalement comportementale? Il y a un exemple que j'aime bien, donc je vais le donner. Il y a une équipe d'éducateurs spécialisés que j'ai commencé à accompagner il y a 2 ans et demi, je crois maintenant, près de Strasbourg. Et où en fait c'est un organisme, une institution qui m'avait fait venir parce que c'était une équipe qui considérait aller mal, qui était vraiment en tension déjà interne et qui pouvait plus du tout se centrer sur l'accompagnement des enfants. Et du coup voilà, on a passé vraiment une première partie à aller vraiment fluidifier les relations déjà, à aller travailler là-dessus, avec le processus de décision intégrative que j'avais un peu modifié, hein, donc vraiment pour cette histoire de qu'est-ce qui relève des tensions relationnelles et qu'est-ce qui relève des tensions organisationnelles. Et je les voyais une journée tous les 2 mois. Et on a commencé ce travail. Et aujourd'hui, donc on a arrêté cet accompagnement il y a 6 mois. Et 2 ans après, aujourd'hui, elle est reconnue, je pense, par l'institution comme l'équipe un peu numéro 1, ça veut rien dire, mais en tout cas une équipe qui va bien et qui déteint aussi sur le reste de l'organisation. Donc aussi bien au niveau de l'autonomie et de l'indépendance, où ils se gèrent, ils sont en auto-gouvernance, ça c'est clair, dans la limite possible de cette institution, puisque l'institution continue à fonctionner sur un modèle normatif rationnel, on va dire, à cet endroit-là. Et donc c'est une évolution qui a été très intéressante pour moi. Déjà dans ma pratique personnellement, et aussi pour voir cette évolution-là. Il y a des personnes qui sont parties de cette équipe, donc ça c'est quelque chose ce changement a été quelque chose qui leur a permis de partir, je vais le dire de cette façon-là. Et celles qui sont restées, puisque c'est majoritairement des femmes dans cette équipe, se sont vraiment appropriées ces outils. Donc l'idée, ça a été vraiment le plus rapidement possible qu'elles commencent à animer, à faciliter le processus de décision intégrative et qu'elles le mettent en place, pas juste dans ces journées d'analyse de pratique, mais dans toutes leurs réunions d'équipe, une fois par semaine. Et ça a changé leur façon de travailler, c'est elles qui le disent. Ça leur a permis de repenser la raison d'être de leur équipe, de refaire émerger cette raison d'être qui s'est trouvée être centrée sur les enfants et donc de changer leur accompagnement. Elles ont rencontré la spirale dynamique aussi à cet endroit-là, donc elles se sont vraiment posées quelles sont les polarités des métiers d'accompagnant, donc à quel moment je suis dans entourer, dans la fusion, à quel moment je suis dans l'affirmation de moi ou d'accompagner l'autre vers son affirmation, qu'est-ce que c'est qu'un cadre qui ne serait pas rigide mais qui serait un cadre flexible, comment expliquer aux enfants aussi ce qui se passe et comment être en empathie déjà envers soi, qui est un gros travail pour elles, pour pouvoir être en empathie avec l'autre. Donc vraiment cette vision intégrative de l'accompagnement. Et j'ai vraiment observé, hein, c'est ma vision bien sûr, et je suis à une place forcément biaisée, mais j'ai vraiment observé cette double évolution, cette évolution de leur pratique d'équipe autour de comment elles fonctionnent ensemble, de l'évolution des règles de leur équipe permanente dans les processus de prise de décision, et ce changement relationnel à la fois à l'intérieur de l'équipe et à la fois dans l'accompagnement. Donc je dirais que je pense que les deux espaces se sont influés. Ce changement de façon de fonctionner ensemble a eu un impact sur leur posture d'accompagnant, et le changement de leur posture d'accompagnant leur a permis tout ce qui se passe dans un processus de décision intégrative, d'apprendre à respirer à l'intérieur de soi, d'apprendre à faire des propositions, d'apprendre à accepter aussi les propositions de l'autre, pas accepter, pardon, à consentir, hein, donc de lâcher aussi quelque chose de l'endroit de l'individu. Et ouais, c'est vraiment un exemple c'est vraiment une équipe que j'ai eu plaisir à accompagner. Et voilà, le petit truc que je trouve amusant, c'est un jour, il y en a une des personnes de l'équipe qui me demande « Mais jusqu'à quand la direction va accepter que tu sois en analyse de pratique avec nous ?» Et cette question m'a fait prendre conscience que ça y est, elles avaient plus, c'était bon. Et donc en fait, on a arrêté après cette question-là, parce que j'ai vraiment cette vision de l'accompagnement, peu importe si ce soit un accompagnement organisationnel, relationnel ou individuel, que l'idée c'est pas de mettre sous perfusion les gens, qu'ils soient pas dépendants de l'intervenant, qu'il soit extérieur ou intérieur à l'organisation, mais vraiment de comment permettre à chacun de s'approprier aussi à sa façon voilà, ce qui est amené, ce qui est proposé dans ces nouveaux types d'organisations et ces nouveaux types de relations, pour pouvoir se libérer justement d'hier et pouvoir aller vers sa propre forme, vers sa propre raison d'être à cet endroit-là. Voilà. Est-ce que c'est finalement aller un peu plus vers sa propre puissance en passant par
une évolution comportementale de l'organisation, est-ce qu'on peut arriver finalement aussi à aller vers sa propre puissance, sa propre, finalement, sa vie vraiment? Alors, je vais te dire en précaution oratoire juste avant. Je pense qu'on est dans la période dans laquelle on est, et on est dans les outils, dans les formes, à l'endroit où on est. Et je pense que même si on prend du recul, aujourd'hui, on n'a peut-être pas assez de recul pour voir vraiment ce qui est en train de se passer. Voilà, avec ma vision de la spirale dynamique, je pense effectivement que des modèles organisationnels qui seraient dans le deuxième cycle de la spirale, donc dans le courant intégratif par exemple, vont permettre aux humains qui sont à l'intérieur, si les humains décident aussi à un endroit donné d'y aller, pas juste de redévelopper leur propre puissance, mais de se réaffirmer dans toutes nos polarités. Donc dans notre capacité à être dans une fusion, à entourer, à être à deux, dans notre capacité à nous affirmer, évoluer dans la vie, dans notre capacité à reconnaître qu'un cadre peut être sain et à évoluer dans des règles avec les autres qui sont évolutives, dans notre capacité à penser, à créer, à réfléchir, et dans notre capacité à être en empathie avec nous-mêmes et avec les autres, dans ce pluralisme. Donc je pense que ces organisations en tout cas, sont une carte mère qui vont permettre, favoriser aux humains qui sont à l'intérieur de revisiter, de retravailler ces endroits-là à l'intérieur d'eux-mêmes, pour les développer, pour les faire évoluer, pour aller les revisiter. Après, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Est-ce qu'on a vraiment le recul aujourd'hui pour voir ça? Je ne l'affirmerai pas. Et en même temps, c'est ma vision aujourd'hui. Ouais. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Emmanuel. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose qui te tiendra à cœur voilà. Oui, je pense que aujourd'hui, si chacun pouvait, ce qui est important pour moi, je pense, aujourd'hui dans mon accompagnement, c'est que chacun puisse aller vers sa propre forme, que ce soit un être organisation ou un être humain ou un être couple ou un être relation. Comment laisser à chaque chose un espace pour qu'une forme puisse émerger, pour que la forme de cette entité puisse émerger, que ce soit par des outils, que ce soit par de la présence, que ce soit par partir, peu importe. Mais juste, est-ce qu'on laisse, et je pense que l'holacratie fait ça, la sociocratie peut-être aussi, est-ce que je laisse les formes émerger? Et voilà, ça serait ça, que ce soit ma forme à moi ou la forme d'une organisation. Ça serait ça qui serait important. Merci beaucoup Emmanuel, vraiment. Ça a été un plaisir de partager avec toi. Merci. Voilà, au revoir.